Nous sommes le lundi 1er septembre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon 1er septembre. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver ce matin en cette journée de fête du travail. L'équipe y est, oui, l'équipe y est, comme toutes vos équipes régulières en principe. Aujourd'hui, vous les entendrez en cette journée de la fête du travail. C'est un peu je sais qu'on a beaucoup parlé de rentrée depuis quelques jours. C'est un peu la rentrée officielle. L'école est recommencée pour tout le monde à partir de demain et tout. Donc, on est content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine dans plusieurs coins. On a eu droit quand même à du beau temps. On va revenir avec les prévisions de la météo avec Véronique Mérand dans les prochaines minutes. Mais je veux vous annoncer quelques changements pour à la une à partir d'aujourd'hui. De petits changements. En fait, je vais à partir de maintenant m'occuper de vous présenter la revue de presse, donc les grands titres des quotidiens. Je vais faire ça avec grand plaisir tout au long de la saison. Et puis, on accueille pas une nouvelle, parce qu'elle était là les vendredis déjà, Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour, Julie-Jasmine. Une vieille nouvelle. Une vieille nouvelle. Mais au lieu d'être là tous les vendredis, une seule fois par semaine, on a décidé de faire un peu plus de place à la culture, à l'actualité culturelle. Donc, vous serez là tous les jours. À tous les jours. Bienvenue. Je suis très content de ça, Julie-Jasmine. Chronique, nouvelles, un peu de tout? Oui, le bruit ambiant culturel, oui, c'est ça. Puis, bien évidemment, je suis une grande consommatrice. Donc, c'est ça, parfois des coups de cœur, des idées. Mais vraiment, l'actualité. On va se pencher sur l'actualité. Donc, oui, c'est notre mandat à la une de vous donner l'actualité, mais il y aura aussi, effectivement, de ces chroniques un peu plus comme vous faisiez le vendredi, où vous nous parlez de certains artistes, films, séries que vous avez aimés. Alors, encore de la découverte culturelle au menu. On va vous retrouver comme ça à tous les jours à la fin, vers la fin de l'émission. Alors, à tantôt, Julie-Jasmine. À tantôt. Très content de retrouver Julie-Jasmine. Météo, maintenant, Véronique Mérand, elle est en poste, elle aussi. Bonjour, Véronique. Bien, bonjour, Mathieu. Et là, vous m'avez appris, c'est un concept dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais comme un peu oublié, qu'on entre dans l'automne météo. Alors, évidemment, officiellement, c'est pas l'automne, mais c'est l'automne météo qui commence aujourd'hui. Exactement. 1er septembre au 30 novembre. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement plus facile de compiler les données. On a l'automne astronomique, celui qui va s'installer le 22 septembre. On a l'automne solaire qui est là depuis le 6 août. Ça se base sur la durée du jour, la luminosité et tout. Et là, on entre dans l'automne météo. C'est vrai que de toute façon, à partir du 1er septembre, on a plus l'impression d'être à l'automne. Voilà. Mais ça faisait déjà controverse ici, là. Claude-Sophie, t'es pas contente qu'on entre? Il y en a qui ne veulent pas voir l'été partir, c'est sûr. Écoutez, ceux-là vont être contents parce que quand même si on entre dans l'automne météo, on a des conditions estivales pour pas mal toute la semaine, mais ça nous permet de classer l'été qui se classe au 7e rang des plus chauds. Été 2025. Donc, les mois de juin, juillet, août ont tous été au-dessus de la normale. Très, très sec aussi. Disons 90 de moins de précipitations en termes de l'été globalement. 75 au cours du mois d'août sur le sud du Québec. Donc, évidemment, ça fluctue un petit peu par endroit, là, mais en général, chaud et sec, ça a été le lot de cet été-là. Donc, disons que pour ceux qui aiment le soleil et la chaleur, n'ayez crainte, ça ne sent pas l'automne tout de suite. Beau temps, tout le début de la semaine, je dirais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça va se compliquer jeudi en fin de journée seulement avec le passage d'un système. Et celui-là, évidemment, va ramener des températures plus fraîches, des conditions un petit peu plus grises aussi. D'ici là, soleil dominant, Montréal, l'Estrie, Laurentides, Lanaudière, secteur de l'Outaouais. Avec la région de Québec, on inclut tout ça. 25 à 27 degrés aujourd'hui. Un petit peu de brouillard des fois le matin, mais c'est tout. On aura quelques nuages la nuit prochaine, 9 comme minimum vers l'Estrie, mais sinon, ça varie entre 13 et 15 degrés. Ciel plus variable demain mardi au réveil, mais par la suite, ça se dégage assez rapidement. Beau temps, 24 à 27 degrés et même scénario pour mercredi. C'est le cas aussi du côté de l'Abitibi. Un petit peu de brouillard ce matin, mais le maximum, c'est 28 sous le soleil. Il fera beau demain aussi. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, ensoleillé partout. Les températures, ça va jusqu'à 26 au Saguenay. Ce sera plus près de 20-23 pour les secteurs de l'Est du Québec, mais c'est vraiment du beau temps. En territoire ontarien aussi, on n'y échappe pas. Petite probabilité d'averse d'orage nord de l'Ontario, fin de journée, mais c'est du 25-26 sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de soleil également, quelques brouillards le matin. Et la chaleur se poursuit dans l'ouest. On a encore des avertissements en vigueur dans le secteur de Calgary. Le maximum est de 29 aujourd'hui, 26 vers Edmonton. Attention, la qualité de l'air est mauvaise aussi en raison des feux de ce côté-là.
Variable à Vancouver, 23, 25 degrés. Regina, Winnipeg aussi, on est dans la grande chaleur, 29, 32, sous un ciel variable. Il commencera à y avoir quelques orages ce soir. L'air plus frais va revenir demain, mais très brièvement parce que ça va remonter. Il y a encore des valeurs qui s'apparentent aux 30 là, à venir au courant de la semaine. Donc, la chaleur n'est pas terminée dans l'ouest. Donc, automne météo, mais franchement, encore du temps. Été à vivre très encore un estival. peu. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Ça y est! Félix Auger-Aliassime, jeu, 7 et match. Va chercher sa Quelle belle plus histoire grande pour victoire Félix en cette année Auger-Aliassime aux 2025. internationaux des États-Unis. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. C'était toute une victoire, ça. Oui, c'était toute une victoire ce samedi. Victoire de Félix Auger-Aliassime contre Alexander Zverev, numéro 3 mondial. C'est la première fois d'ailleurs que Félix Auger-Aliassime disposait d'un joueur du top 5 lors d'un tournoi majeur en carrière. On l'a vu après le match y aller du doigt en disant ce n'est pas terminé. Il a profité d'ailleurs aussi du soutien de la foule qui a été très présente aussi lors de ce match. On dirait que les Canadiens, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment parce qu'il y a Leilani Fernandez aussi qui fait sensation avec Venus Williams en double. Et d'ailleurs, ça se poursuit parce que les deux joueuses seront sur le terrain aujourd'hui pour jouer leur match de troisième tour. Mais revenons à Félix Auger-Aliassime. Ça a été toute une rencontre, une victoire en 4 manches contre Zverev où il a montré beaucoup de caractère. Et là, aujourd'hui, il retourne sur le terrain pour tenter d'accéder au quart de finale. Il aura devant lui Andrei Rublev, le Russe, comme adversaire. Malheureusement pour lui, c'est une fiche qui est perdante en carrière. Félix Auger-Aliassime n'a gagné qu'un match en 8 rencontres contre Rublev. Ça remonte à 2022. Sinon, cette année, les deux joueurs se sont affrontés 2 fois. Une fois sur terre battue où ça a été dominé par Rublev. Et sur surface dure, à Doha, ça s'est terminé en 3 manches. Donc, il y a peut-être là quelque chose d'encourageant pour Félix. Il est capable peut-être de rivaliser davantage sur surface dure. C'est ce qu'on retrouve aux internationaux des États-Unis. Donc, match qu'on surveillera ce soir. Il semble vraiment dans une bonne lancée, Félix Auger-Aliassime, peut-être dans les mêmes émotions et les mêmes sentiments sur le terrain qu'il avait en 2021 lorsqu'il a atteint les demi-finales. Ce qu'on souhaite qu'il soit dans le même état d'esprit parce que pour l'instant, là, ça se passe vraiment bien pour lui. Et espérons aussi qu'il pourra surfer là, peut-être sur cet élan là, obtenu samedi là, et surtout là, vraiment ce soutien de la foule. Oui. J'ai l'impression que ça se maintiendra pour lui aujourd'hui. Une belle médaille d'argent pour le Canada en para-hockey. Oui, parce que c'est l'équipe de para-hockey féminine au championnat du monde féminin de para-hockey. Pourquoi c'est exceptionnel? Bon, oui, c'est malheureusement une défaite contre les Américaines en finale. On sait que ces duels en para-hockey, en hockey féminin et même en hockey masculin sont habituels entre le Canada et les États-Unis, souvent loin dans le tournoi. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que c'était la toute première présentation des championnats du monde de para-hockey féminin. Donc ça, c'est vraiment un bel exploit pour les Canadiennes qui ont eu la chance de pouvoir montrer ce dont elles sont capables sur la patinoire. Certaines d'entre elles ont déjà évolué avec l'équipe masculine parce qu'on permet donc la présence de femmes, donc équipe mixte lorsque c'est du volet masculin, mais là, uniquement féminin, c'était la toute première présentation et le Canada est allé décrocher la médaille d'argent. Donc ça, vraiment, c'est un bel exploit pour elle. Toujours dans les sports d'hiver liés aux Jeux olympiques, mais je vous parlerai quand même, parce qu'on en a glissé un mot la semaine dernière, des championnats canadiens de courte piste qui se tenaient à Montréal jusqu'à cette fin de semaine. Ça a été mené de main de maître et par William Danginou, qui termine premier au classement chez les hommes, mais surtout chez les femmes. Il faut mentionner cette performance de Courtney Sarrow. On s'était parlé la dernière fois. Elle était parfaite. Elle est demeurée parfaite. 9 victoires en 9 courses pour la néo-brunswickoise. Ça annonce de très, très, très belles choses pour la saison qui va débuter avec le circuit mondial en courte piste, mais surtout les Jeux olympiques qui approchent. C'est à l'hiver prochain. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors maintenant, à cette heure-ci, on va vous présenter la revue de presse. J'aurai le plaisir de vous dire ce que contiennent les quotidiens, les différents sites de nouvelles. Ce matin, c'est un peu plus tranquille, quoique l'actualité est assez foisonnante, mais en ce 1er septembre, il y a plusieurs quotidiens qui ne paraissent pas, mais il y a beaucoup de nouvelles sur les sites Internet des différents médias. On va commencer ce matin par l'édition de La Presse Plus que vous allez retrouver, la presse numérique, et qui fait sa une avec 2 étudiantes et titre « Un aller-retour à Cancun pour étudier ».
au Québec pour faire valider essentiellement leur permis d'études déjà approuvé. 2 étudiantes françaises rencontrées par la presse n'ont trouvé qu'une seule solution pour renouveler leur permis d'études. Quitter le Canada, aller à Cancun et revenir, c'est une exigence dictée par les règles d'immigration canadiennes qui ont été modifiées. Avant, on pouvait faire ce qu'on appelait le tour du poteau. Donc, des étudiantes pouvaient quitter brièvement aux États-Unis par la frontière terrestre, revenir par le Canada, ce qui pouvait réactiver donc leur permis d'études. Mais ce n'est plus possible de le faire. Donc, ces 2 étudiantes donnent leur exemple. Elles doivent, même si donc elles étaient la dernière session à l'université, si elles veulent revenir et avoir un permis d'études valide, elles n'ont d'autre choix que de quitter pour Cancun et de revenir. C'est quand même assez cher. Pourquoi Cancun? C'est parce que c'est les billets d'avion les moins chers, lit-on dans l'article qu'ils ont trouvé. Au total, on parle de 700 $ pour l'aller-retour, billet d'avion, une nuit à l'hôtel là-bas et on revient ensuite. Donc, ça change effectivement la donne pour bien des étudiants et étudiantes. Dans la presse, vous lirez également un texte de Judith Lachapelle qui nous raconte son périple lorsqu'elle est allée avec le photographe Martin Chamberlain en Ukraine en utilisant ce qu'on appelle le train de la diplomatie. Vous savez, c'est ce train par lequel les dirigeants, ça a été le cas lors de la dernière visite du premier ministre Mark Carney, c'est ce train que les dirigeants empruntent pour être en mesure d'entrer à Kiev, d'entrer en Ukraine. Sinon, sur le site Internet de Radio-Canada ce matin, et ça va certainement faire partie de l'actualité du jour, qu'est-ce qui attend François Legault devant la commission Galland? Il va en fait témoigner à partir de demain. Il doit être en train de se préparer aujourd'hui à ce témoignage. Il y a eu plusieurs versions du gouvernement mises à mal, lit-on dans l'article de Jean-François Thériault, des témoignages sous serment de ministres. Geneviève Guilbeault qui a dû, entre autres, admettre qu'elle était bel et bien au fait des dépassements de coûts du projet, et ce, dès 2023. Difficile, écrit Jean-François Thériault aujourd'hui, à la lumière des documents déposés en preuve à la commission, d'affirmer que le gouvernement a complètement été laissé dans le noir à la SAAQ. Mais ces informations ont-elles percolé jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir? C'est la question, lit-on dans l'article, à laquelle François Legault devra assurément répondre lors de son témoignage qui est prévu demain matin. Sinon, en termes d'actualité internationale, ce que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur plusieurs sites, c'est le bilan de ce séisme, bilan provisoire de ce séisme en Afghanistan. Plus de 800 morts, 2700 blessés dans l'est de l'Afghanistan. Un séisme de magnitude 6 suivi d'au moins 5 répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme, à seulement 8 km en profondeur, a été localisé à 27 km de Jalalabad. Donc, c'est dans l'est de l'Afghanistan. Il y aura certainement d'autres bilans à venir aujourd'hui. Sinon, dans le Journal de Montréal, il n'y a pas d'édition papier comme telle du journal de ce matin, mais sur le site Internet du journal, on poursuit cette couverture ou ce dossier spécial. Vous avez peut-être vu ça en fin de semaine. Un grand nombre de Québécois, 200 000, qui doivent, pour joindre les deux bouts, bien souvent, avoir deux travails. Et on donne d'autres exemples dans le Journal de Montréal ce matin. Un prof de cégep qui est aussi guide au musée, ou encore un arbitre au baseball qui encourage, lui, les jeunes à avoir 2 emplois. Souvent, c'est pour être en mesure de payer le loyer, de payer la nourriture ou même d'avoir certains objectifs, pouvait-on lire en fin de semaine dans le journal, comme quelqu'un qui a 2 emplois pour être en mesure éventuellement d'accéder à la propriété. Alors voilà, entre autres, ce que vous pourrez lire ce matin dans les médias. Et puis, sinon, ce qui marque l'actualité, il va continuer de la marquer dans les prochaines heures, c'est ce sommet donc de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se déroule donc dans le nord du pays en présence de Vladimir Poutine, mais aussi de Xi Jinping. Et c'est Karine Matteux qui est avec nous ce matin. Bonjour, Karine. Bonjour, Mathieu. Alors, un sommet régional qui se veut un contrepoids à l'Occident, qui rassemble une vingtaine de chefs d'État. Oui, tout à fait. Et vous le disiez, bon, la présence du président russe Vladimir Poutine attire beaucoup l'attention, mais il faut aussi
noté la présence du premier ministre indien, Narendra Modi, du président iranien, turc, biélorusse, pakistanais, donc une vingtaine de chefs d'État. Certains sont membres, d'autres observateurs. Mais déjà, le sommet a commencé il y a à peine quelques heures et les images et les propos qu'on a entendus montrent un fort désir de collaboration entre ces pays et le désir de prendre une place importante là, sur la scène mondiale. Le président chinois Xi Jinping, à la cérémonie d'ouverture, a déclaré que l'organisation va établir le modèle d'une nouvelle forme de relations internationales. Il a d'ailleurs demandé aux pays présents de tirer profit de leur marché à grande échelle pour fonder ce nouvel ordre mondial sécuritaire et économique. Et pour y parvenir, il y a au menu de ces 4 journées de rencontres des discussions sur la sécurité, l'énergie, les routes commerciales, les technologies, l'intelligence artificielle. Écoutons la première réaction de l'ancien ambassadeur canadien en Chine, Guy Saint-Jacques. Non seulement les États-Unis, mais tous les pays occidentaux doivent porter une grande attention à ce sommet-là parce que c'est une organisation qui a été créée par la Chine en 2001, qui était moribonde jusqu'à temps que Xi Jinping prenne le pouvoir en 2012. Et là, lui, clairement, il veut s'en servir pour essayer de contrer les États-Unis. Il parle depuis plusieurs années d'un nouveau monde multipolaire. Parlons justement de l'Inde qui se rapproche de la Chine et qui accorde son appui à la Russie. Ah oui, les chefs d'État indiens n'avaient pas foulé le sol chinois depuis 7 ans en raison de différends. Mais bon, c'est du passé et ça a du poids. Vous savez, les pays de l'organisation, en raison surtout de la Chine et de l'Inde, représentent presque la moitié de la population mondiale et près du quart du PIB de la planète. Et pour ce qui est de l'appui de l'Inde à la Russie, il est très clair, le président indien a déclaré à Vladimir Poutine que l'Inde et la Russie étaient solidaires, même dans les moments difficiles. Et je cite, « Notre étroite collaboration est importante non seulement pour les peuples des 2 pays, mais aussi pour la paix, la stabilité et la prospérité mondiale. » Vladimir Poutine, de son côté, a qualifié le premier ministre indien de cher ami, l'a amené dans sa limousine blindée. Bref, la Chine et l'Inde sont les principaux acheteurs de pétrole brut de la Russie, qui est le 2e exportateur mondial. Et je vous rappelle que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % à l'Inde en raison de ses achats, mais il n'y a rien qui indique que ni l'Inde ni la Chine ne comptent les arrêter. Écoutons de nouveau Guy Saint-Jacques. Tout ça est causé par les politiques très néfastes du président Trump qui font totalement le jeu de la Chine, qui veut démontrer qu'elle est le champion du Sud et elle va vouloir utiliser ce sommet-là pour montrer que c'est une puissance stable, qui respecte les règles internationales, qui favorise la mondialisation, le libre-échange, alors qu'on sait que la Chine contrevient très souvent à toutes ces règles-là. Et je vous mentionne que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un doit participer aussi au sommet dès mercredi. Oui, quand même un sommet important. Le pays le plus vaste en termes de superficie, la Russie, les 2 pays les plus peuplés, l'Inde et la Chine. Donc, sommet important qu'on va continuer de suivre avec vous ce matin. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. Alors, à cette heure-ci, maintenant, à tous les jours, on va retrouver avec grand plaisir Julie-Jasmine Boudreau. Rebonjour, Julie-Jasmine. Bonjour, Mathieu. Et on va commencer cette première journée en parlant de film d'horreur. Oui. Le film de l'heure, vraiment, Heure de disparition, Weapons en anglais. Donc, vraiment 2 titres très, très différents en français et en anglais, Absolument. comme ça arrive. Qui est premier, d'ailleurs, au guichet cette fin de semaine au Canada et aux États-Unis. C'est véritablement un phénomène. C'est un phénomène, un véritable phénomène. Puis je dirais que c'est une surprise en tant que telle, parce qu'on a lancé ce film-là sans grand émoi, ni tambour, ni trompette. Puis là, on parle vraiment d'un succès fulgurant, mais d'un succès populaire, ce qui est assez particulier quand même pour un film d'horreur qui habituellement est un peu plus niché. Je disais que ça fait 3 semaines qu'il est sorti. Ça aussi, c'est une période qui est peut-être un peu moins propice pour les films d'horreur. On sait que généralement, c'est plus près de l'automne qu'elle l'a loué. Quoi que c'est l'automne météo, donc j'imagine que c'est pas pire. Vous avez raison, on est le 1er septembre après tout, comme nous l'a dit Véronique. Alors là, les chiffres ne mentent pas. Vous parlez justement premier rang cette fin de semaine selon le Variety.
Variety ce matin. Variety. Merci. Et on dit aussi que c'est le 20e film d'horreur le plus rentable au guichet de tous les temps. Alors, puis, il est aussi candidat potentiel aux Oscars. On commence à placer nos billes du côté de Warner. Pourquoi ça marche autant? Je me suis dit, tiens, moi, je ne suis pas une grande amatrice de films d'horreur. Je ne sais pas pour vous. J'aime beaucoup. Ah oui, OK. Oui. Prenez-vous le temps. Pas tant, mais il va falloir que j'aille le voir. Là. Okay, Mon intérêt est piqué. Alors là, je me disais, tiens, abandonne-toi, aie peur un peu, vis ton film d'horreur. Et d'ailleurs, là, on va revenir dans l'histoire. Ça se passe dans une petite ville aux États-Unis, un matin de classe, une classe de 3e année. 17 des 18 élèves ne sont pas présents en classe. Parce que la nuit précédente, à 2h17 du matin, tous les enfants se sont réveillés. Ils se sont levés. Ils ont descendu les escaliers, ils sont sortis dans le noir et ils ne sont jamais revenus. Oh, voilà. intriguant. Au cœur de la nuit, ils sont sortis un peu en course, là, au pas de course, aspirés par une force, les bras légèrement ouverts. Et je dirais que ce film-là, là, on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Que s'est-il passé? Est-ce que la prof a un lien avec ça? Le seul enfant qui n'est pas de ceux qui se sont sauvés, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi, tout simplement? Alors, et je dirais que le film est hyper bien fait parce qu'il y a du réalisme dans le non-réalisme. C'est haletant, c'est sombre, c'est imprévisible. Il y a un peu d'humour mêlé à tout ça, puis une intelligence aussi dans le scénario, de la façon dont c'est présenté. C'est un film choral, donc on y va par personnage. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste, alors j'en ai trouvé un. J'ai parlé à Jean-François Croteau. Lui, il est rédacteur pour Horreur Québec, il est chroniqueur à Frisson TV. C'est un maniaque de films en général, mais comme Weapons, il l'a vu 3 fois. Et j'essaie de comprendre pourquoi, justement, ce film-là atteint un si grand public. On a décortiqué ça ensemble. Je vais vous le faire entendre. Les thèmes d'un enfant qui disparaît, là, c'est des enfants qui disparaissent. C'est assez difficile de ne pas toucher le grand public. Mais il y a aussi le fait qu'en filigrane, même si on ne s'en aperçoit pas au visionnement, il y a une image où, proche de l'école, on fait comme un monument avec des fleurs pour les enfants disparus qui, dans notre mémoire collective, nous rappelle des tueries qu'il y a eu dans des écoles. D'accord. Et on parle quand même pas qu'à un public de films d'horreur. Exactement. Puis le film d'horreur, en ce moment, me disait Jean-François Croteau, se porte extrêmement bien. Il y en a 5 à l'affiche en ce moment. Ils sont très bons depuis le début 2025. Il y a eu un tournant en 2017. Il y a eu le film Get Out, qui était plus dans le drame psychologique, qui parlait de racisme, donc un thème assez contemporain. Puis c'est comme si ça avait été justement ce point tournant-là. Et c'est ce qu'on note aussi, une évolution dans le genre du film d'horreur. On va l'écouter à nouveau, Jean-François Croteau. On juxtapose, on dirait, des codes du cinéma populaire, puis des codes du cinéma d'auteur. Puis comme si j'ai l'impression que jusqu'à présent, les deux étaient dans des couloirs séparés. Mais là, on a l'impression qu'on a trouvé comme une sorte de juxtaposition des deux. Intéressant. Dans ma tête, le meilleur, ça reste Halloween. Oui, mais c'est ça. C'est que maintenant, on trouve un peu plus de profondeur. Je ne veux pas insulter non, votre non. Halloween, mais ça a longtemps eu la réputation d'être des films de divertissement. Oui. Alors là, on va en sous-couche. Et d'ailleurs, là, pour ce qui est de Weapons, si ça vous tente, moi, je donne 7 doigts coupés sur 10. OK. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je vous dis à demain. Salut! Voilà pour cette édition d'À la Une dans cette fête du travail ce lundi 1er septembre. Entre autres, dans l'actualité, ce qui retient l'attention, à partir d'aujourd'hui, abolition des contre-tarifs canadiens sur de nombreux produits américains qui promet peut-être un certain répit pour les consommateurs que nous sommes à la caisse. Voilà. Merci d'être avec nous. Bonne journée de congé de la fête du travail, si c'est votre cas. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. À demain.